Alors, vous avez enquêté pendant 2 ans. Plus de 30 joueurs se sont confiés au Guardian, pour lequel vous travaillez notamment sur les abus sexuels qu'ils ont subis. D'abord, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'ils vous ont confié? Bon, c'est des histoires assez terribles qui remontent sur 3 décennies, qui prennent plusieurs formes, c'est-à-dire parfois le viol par la force quand ils étaient mineurs, parfois des fellations qu'ils devaient faire ou qu'on leur faisait et derrière leur sperme était gardé, puisque derrière il y avait également des rites, des incantations. Et ça concerne énormément d'officiels du football gabonais. Des fois, il y avait même des chambres noires, des fois, il y avait des plans à 3, à 4 avec des entraîneurs liés aux équipes nationales, notamment jeunes et des moins de 17. On rappelle que certains des officiels de la fédération gabonaise sont désormais en prison, puisque les autorités ont pris le problème à bras le corps. Donc ça a été énormément d'entretiens, des fois déchirants, parce qu'aujourd'hui on a des pères de famille, certains qui sont tombés dans la drogue, l'alcool, d'autres qui ont essayé de se suicider. Il y a des vies qui ont été brisées. Donc c'est évidemment l'impact de l'abus sexuel, mais tout ce que ça a déclenché derrière pour toutes ces personnes-là. Et honnêtement, vous n'imaginez même pas les horreurs que j'ai pu entendre, ça dépasse l'entendement. Alors, ces derniers mois, vous avez publié différents articles, Romain Molina, qui revenaient justement déjà sur ces témoignages, mais pas autant que ceux qu'on a pu découvrir dans cet article, ce dernier article du Guardian. On avait pu lire dans vos articles des témoignages où certains parlaient de l'impossibilité pour eux, enfants, de continuer à courir sur les terrains tellement qu'ils avaient subi des viols. Est-ce qu'on sait un peu ce que sont devenues ces personnes? Est-ce qu'on sait un peu ce qu'ils ont subi pendant ces années? Oui, en fait, si vous voulez, c'était la porte d'entrée. C'est-à-dire, on appelait ça la présence d'esprit. C'est-à-dire qu'ils allaient insuffler la présence d'esprit aux jeunes en leur faisant toute une logorée terrible, presque biblique, en leur expliquant que sans cela, ils ne pouvaient pas réussir, en prenant l'exemple sur quelques anciens qui étaient partis en Europe. Des fois, certains joueurs étaient appelés et ils disaient aux petits, il faut que tu écoutes les coachs, etc. Donc, ils ont institutionnalisé un système politico-sportif qui nécessitait malheureusement de se faire violer ou de subir une fellation ou de faire une fellation à un adulte. Et donc ça les a profondément marqués. On peut imaginer tous les dégâts que ça peut subir. Et c'était la porte d'entrée de l'équipe nationale pendant des années. Plein de joueurs locaux ont dû passer par là, ont reçu les propositions. Donc ça a brisé plein de destins. Et certains, en effet, ça allait dans certaines concentrations. On a eu des gens de l'équipe nationale gabonaise des dernières années nous expliquant que certains de leurs coéquipiers devaient dormir sur le ventre. Il y en avait certains qui n'arrivaient même pas à dormir sur le dos parfois. Et dans l'article qu'on a sorti hier, il y a d'autres accusés qui sortent, et notamment Hervé Patrick Opianga, politicien de Mounana, patron du club de Mounana, ancien manager général des Panthères du Gabon, qui était l'une des protections politiques et l'un des plus grands consommateurs d'enfants. Commencer justement cette dernière enquête en précisant que ces faits de pédophilie ont commencé dès les débuts des années 90. Ça veut donc dire que depuis 30 ans, il y a un système de pédophilie qui s'est mis en place dans la fédération de football gabonaise? Et lié avec certains clubs, on peut penser au club de l'USM, où il y a eu plusieurs coachs. Le coach Kolo, qui aujourd'hui est en prison pour des faits de pédocriminalité. On a eu le coach Nono, qui est aujourd'hui directeur technique provincial à la fédération. On voit bien tout le réseau. Il y avait surtout un homme, un Camerounais, M. Baoken, qu'on appelait Prési, qui est l'un des initiateurs de ce réseau. Il y avait également un homme d'affaires agent, M. Guy Mandarano, qui a fait un club derrière qui s'appelle Hermoglichen, qui était en lien avec ce fameux Patrick Assoumoui, le coach Capello dont on avait parlé sur France 24, qui est aujourd'hui également en prison, qui a été écroué, qui est peut-être le pédocriminel le plus connu, qui venait du cirque lui à la base. Il était acrobate au cirque de l'Équateur, où il se faisait appeler le pangolin. Il est arrivé dans le football, notamment au club d'Orambaka. Et là, ils ont créé ce véritable réseau. Le Prési, Colo, Capello, Mandarano. Et ensuite, c'est greffé d'autres clubs. On peut penser au FC 105, qui est un club très important au Gabon également. On peut penser à Akanda, on peut penser à Sapin, on peut penser à plein de clubs. Et également l'équipe nationale, avec des gens liés directement à la FEGAFoot et également avec des gens dans des positions politiques. Et à ce jeu-là, Hervé Patrick Opianga, détenteur de club, qui avait un lien à la fédération, qui est le bienfaiteur du président actuel de la fédération. C'est lui qui l'a aidé à être le président, M. Pierre-Alain Mougengi, et qui est également très lié dans la politique. Donc en fait, c'est à la fois, comme je dis, c'est une pyramide. Aujourd'hui, on forme même des nouveaux coachs, notamment de la Ligue de l'Estuaire, qui aujourd'hui font ces mêmes pratiques. Donc c'est pour ça que ça dure autant de temps, parce qu'à un moment donné, il y a eu des protections. Et vous pouvez également voir ces dossiers-là dans d'autres sports gabonais. On peut penser au taekwondo, au tennis, où aujourd'hui, deux des plus fameux instructeurs sont en prison depuis quelques semaines.